Bonjour et bienvenue dans l'interview. Bonjour Rudy Vervoort. Bonjour. C'est la rentrée de votre gouvernement, le gouvernement bruxellois qui s'est réuni ce matin, vous êtes ministre-président. Première question, l'accueil des réfugiés, c'est une compétence de la région? Non, ce n'est pas une compétence de la région. Maintenant, nous ne pouvons pas évidemment rester indifférents face au drame humanitaire que vit l'ensemble de l'Europe d'ailleurs. Ce n'est pas un problème spécifiquement belge. Et donc, nous devons jouer notre rôle, qui est un rôle de coordination, de faire en sorte que les choses se passent le moins mal possible sur le territoire de notre région, mais sans se substituer effectivement au gouvernement fédéral qui a la pleine responsabilité de l'accueil des réfugiés. Oui, mais donc la procédure d'asile, les décisions d'accepter ou de refuser une demande d'asile, c'est la compétence du fédéral. Évidemment. Ce qui se passe sur le territoire des communes, les gens qui dorment dehors, les tentes devant l'office étranger, c'est plutôt du compétence des communes. Oui, que peut faire la région dans tout ça? Mais coordonner, cet après-midi, je réunirai à mon cabinet un certain nombre d'acteurs locaux, les cabinets de Pascal Smet et de Céline Frémaux, donc les bourgmestres des 3 communes concernées, la ville de Bruxelles, Schaerbeek et Saint-Josse, pour voir comment on accueille, je vais dire, on accompagne la présence de ces candidats sur l'espace public et de faire en sorte qu'on assure un minimum de dignité dans la manière dont les choses sont faites, tout en disant au fédéral, faites en sorte que le traitement des dossiers soit le plus rapide possible. J'entends qu'on pourrait ouvrir les bureaux de l'Office des étrangers pendant le week-end. Je pense que c'est le minimum si on veut effectivement aussi assurer un plan de transfert de ceux-ci dans l'ensemble des... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la région va aider la ville de Bruxelles à installer des tentes, des sanitaires, distribuer des repas? On verra, je veux dire, ça n'est pas encore clairement décidé aujourd'hui, mais il faut un minimum. Est-ce que c'est dans un lieu Pourquoi est-ce que fermé? Vous le faites? Vous pourriez dire c'est au fédéral de le faire. C'est fédéral qui a, avec Fait d'Asile, des bâtiments pour accueillir les candidats réfugiés? Mais oui, mais c'est ce que nous disons aussi. Oui. Mais vous n'empêchez pas les candidats de se présenter et de dormir, de se retrouver dans le parc Maximilien, à proximité de l'Office des étrangers. Donc il faut à ce moment-là accompagner. Ça veut dire que le fédéral est défaillant? En tout cas, il devrait, je pense, prendre une initiative qui rassemble l'ensemble des acteurs concernés, que ce soit les régions, les communautés, ici en l'occurrence les communes concernées, pour pouvoir aborder ce problème de manière globale et ne pas être dans un discours qui consiste à dire oui, mais peut-être, avec aussi certains accents qui sont quand même, qui restent toujours à la marge chez certains responsables politiques. Et donc ce qu'il faut, c'est... Des accents qui sont des accents quoi, de refus, c'est de dire les petits boulots, ce ne sera pas comme ci, ce ne sera pas comme ça, on va créer des statuts particuliers. Je pense qu'il y a un certain nombre de conventions internationales qui s'appliquent. Vous dites vous voulez dire qu'on n'applique pas l'accueil tel qu'on non, mais le faire? Non, on doit mieux... Non, je parle du discours. Après, il y a les actes. Et les actes, la Belgique n'a pas le choix, comme l'ensemble des pays européens. D'ailleurs, nous sommes liés par des conventions internationales que nous devons appliquer. Et nous devons le faire avec dignité et dans de bonnes conditions. Quand Theo Franken limite à 250 le nombre de dossiers examinés par jour, enfin en tout cas dont on prend l'inscription, il fait de l'obstruction? Mais ça n'est... Écoutez, il y a... Vous savez, ce n'est pas en donnant l'impression que vous allez fermer le robinet que vous allez régler le problème. Il faut pouvoir accueillir. Ces gens sont là. Après, on peut discuter à perte de vue de ce qui les a amenés ici, la responsabilité des uns et des autres. Mais il y a une prise en charge humanitaire à faire. Et donc, quand on dit à la fois, il faut, parce que le discours de Franken, certainement de dire, il faut que les dossiers soient traités le plus rapidement possible parce que ceux qui n'y ont pas droit, il faut les renvoyer. On ne peut pas dire en même temps, mais je vais quand même me limiter qu'à 250 dossiers. Ce n'est pas sérieux. Alors, on va parler de la région bruxelloise et de ses compétences. L'une des grandes promesses de la législature, c'est une réforme de la fiscalité. Elle arrive quand? Le rapport des experts sera déposé prochainement dans un premier temps au gouvernement et puis fera l'objet d'une large présentation. Il est déjà prêt. Bien sûr, il est finalisé. Vous l'avez déjà lu. Oui, mais attendez, il faut travailler dans l'ordre et donc avec méthode. Et donc cette méthode, c'est que le gouvernement en prend connaissance officiellement et puis on lance un débat assez large envers les forces vives bruxelloises. Et le calendrier, il est connu. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir déposer des textes début janvier, début d'année 2016, pour que ceci soit voté avant les vacances parlementaires, pour entrer en vigueur au 1er janvier 2017. Donc la baisse d'impôt, elle sera envisagée en 2017. 1er janvier. On est toujours sur la suppression de la taxe régionale et on répercute par contre une fiscalité supplémentaire sur les propriétaires d'immeubles. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va supprimer la taxe sur les ménages, le pourcent d'impôt des personnes physiques régionales, on va dire, pour faire simple. Donc ça veut dire une baisse de l'impôt sur les personnes physiques. Voilà, baisse sur l'impôt du travail et qu'on va répercuter sur un impôt qui a une masse beaucoup plus importante, qui est l'impôt foncier.
Un des objectifs donc ça touche aussi, les propriétaires, pas les locataires. Voilà, et bien sûr, et l'objectif, c'est aussi de protéger le propriétaire occupant. On ne va pas non plus taxer. Donc je veux dire, l'idée, c'est vraiment de protéger le Bruxellois qui habite dans son logement et qui travaille à Bruxelles. Est-ce qu'on va protéger le Bruxellois d'une augmentation du prix de l'eau? Alors, vous savez, le prix de l'eau, ça fait maintenant 4 ou 5 ans qu'il n'a pas évolué. Ouais. Nous avions clairement dit à Hydrobru, il faut amener un débat global qui intègre aussi la gouvernance des intercommunales, parce que figure à notre agenda la fusion entre Hydrobru et Vivacois. Vous êtes en train de me dire qu'on dépense beaucoup d'argent à Hydrobru? Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on doit pouvoir rationaliser les acteurs de l'eau. En même temps, on n'échappe pas non plus aux coûts-vérités de l'eau. Donc il faut vraiment savoir comment on va accompagner cela pour que le consommateur, et le consommateur le plus faible, soit au maximum protégé. Et donc ce que moi je n'ai pas apprécié évidemment ici dans la méthode, c'est qu'on se retrouve avec une note technique même pas validée par le moindre organe de gestion d'Hydrobru, comme ça qui circule. Ça veut dire que les augmentations qui ont circulé dans la presse cette semaine, c'est pas ça qu'on verra? Non, ça je pense que comme c'est présenté, en tout cas certainement pas. Nous demandons maintenant, puisque ça se retrouve dans la presse, qu'il y ait une vraie concertation, un vrai débat, mais qui soit plus large, qui porte aussi sur la politique de l'eau globalement et pas uniquement la tarification. Ça veut dire que si on fusionne Hydrobru et Vivacois, on pourra éviter une grosse augmentation pour le consommateur? Non, mais en tout cas, on aura sans doute une capacité d'investissement qui sera différente. Ouais. Et parce que ce qui fait débat ici, évidemment, c'est des investissements indispensables qu'opère Hydrobru. Il faut refaire un certain nombre de canalisations, etc. Voilà, exactement. Hein. Et donc ça, Hydrobru, aujourd'hui, n'a pas les moyens. Et comme le prix de l'eau n'a pas augmenté, on est dans un nœud. Alors, vous avez annoncé dans une interview au Journal Le Soir que le métro Nord, il pourrait être fait en partenariat avec le privé. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la STIL n'a pas les moyens d'investir toute seule, ou le gouvernement n'a pas les moyens, Bénéris n'a pas les moyens? Oui, la région n'a pas la capacité d'investir pour la totalité des travaux. Ça pose des problèmes d'ailleurs d'endettement, de différents niveaux de pouvoir. Et on le voit aujourd'hui, pour pouvoir mener à terme des grands investissements comme un métro, on se trouve face à des contraintes budgétaires et financières imposées par l'Europe qui rendent très difficile ce type d'investissement. Et donc, ce à quoi il faut réfléchir, c'est évidemment la manière de pouvoir réaliser ces investissements et que ceux-ci soient validés par l'Institut des comptes nationaux et Eurostat, et évidemment compatibles pour ne pas se retrouver avec son tram, par exemple. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le privé rentre dans la danse, il va gérer une partie ou obtenir un retour sur investissement? Le retour sur investissement, c'est une chose. Ouais. Gérer, c'est autre chose. La ligne rouge, pour nous, elle est simple. De toute façon, il n'est pas question de privatiser une partie du réseau STIP. L'opérateur restera la STIP et la STIP restera un service évidemment. public. Après, il y a la manière dont on va financer les travaux, c'est autre chose. Et donc là, on va s'appuyer quoi? Sur des banques, c'est ça que ça veut dire? Pas exclusivement. Je pense qu'on est obligé aujourd'hui de faire preuve d'imagination si on veut pouvoir réaliser ces investissements. On reste dans la mobilité. Il y a 2 grandes manifestations prévues dans les prochaines semaines à Bruxelles. Les agriculteurs, ce sera lundi prochain. Les taximens contre Uber, ce sera le 16 septembre. C'est les Bruxellois qui sont pris en otage? Écoutez, ça, Bruxelles a cette image qui lui est internationalement reconnue. Donc, on n'échappe pas non plus aux aspects négatifs. Et donc, on retrouve, je dirais, Bruxelles comme étant un lieu où vont s'exprimer les revendications. Les agriculteurs, c'est européen. Oui. Les taximens, c'est bruxellois. Vous non, ce sera aussi. Non, ils annoncent quand même une manifestation à vocation plus européenne, parce que le problème que les Bruxellois sont très mobilisés. Bien sûr, mais pas que. Mais le problème que pose Uber est évidemment un problème qui dépasse et de loin la Belgique. Je veux simplement rappeler qu'aujourd'hui, Uber fonctionne dans un cadre non légal, que bien évidemment qu'il y a un débat autour et alentour des nouvelles technologies, des plateformes, mais aujourd'hui, on le voit, autant Uber pouvait apparaître comme étant, je dirais, le symbole de la modernité. Aujourd'hui, on voit aussi que Uber pose un problème d'un modèle social. On continue de saisir des voitures? Mais bien sûr, bien sûr. Pascal Smet continue à le faire? Oui, bien sûr. Et les actions en justice se poursuivent. Maintenant, la situation actuelle, elle n'est pas satisfaisante non plus. Alors, je ne vais pas dire que c'est la faute du fédéral, non. Mais par rapport au statut social du travailleur, là aussi, il faudrait que, au-delà d'ailleurs de la Belgique, que l'Europe prenne une position. Parce qu'on le voit bien, le débat a aussi lieu aux États-Unis, dans les grandes villes. Pourquoi est-ce que le débat se tient place à Bruxelles? Tout simplement parce que Bruxelles, c'est aussi la capitale de l'Europe. Symboliquement, pour Uber, Bruxelles, c'était évidemment le place to be. Alors, vous aviez annoncé un musée d'art moderne au garage Citroën. Oui. Est-ce que vous avez trouvé les collections?
Écoutez, en tout cas, on a quelques idées pour en trouver, ça c'est sûr. Ouais. J'ai toujours dit depuis le point de départ un musée sans collection, ça n'attire personne. Voilà, mon souhait, même si le bâtiment est magnifique, mais mon souhait était évidemment de pouvoir travailler en concertation avec le fédéral. Ouais. J'entends. Quelle collection avez-vous trouvé? Est-ce qu'il y a une discussion aujourd'hui, une négociation avec Elke Sleurs et le gouvernement fédéral sur des collections qui existent par exemple au musée Royal des Beaux-Arts qui se trouve au Royal? Alors, moi j'ai toujours dit, travaillons d'abord sur le projet du musée lui-même. Des études vont être lancées. D'abord, une étude qui a été lancée, je dirais, sur la programmation urbanistique de l'ensemble du site. Ensuite, sur la programmation muséale. Une fois qu'on aura fait la démonstration que c'est un projet qui tient la route et qui sera porteur en termes d'image au-delà de Bruxelles pour la Belgique, je pense qu'à ce moment-là, effectivement, le message qu'on devra délivrer au fédéral, c'est ben voilà, plutôt que de laisser croupir des collections dans des caisses, profitons-en. Elke Sleurs vous a déjà répondu à ça. Elle a déjà dit non, moi je préfère qu'on investisse dans la rénovation du musée et on va garder les collections chez nous. Si elle a les moyens de le faire, tant mieux, mais elle ne prendra pas ses moyens sur les deniers de Bellerie, ça je peux vous le dire. Vous avez des collectionneurs privés avec lesquels vous discutez? Bien sûr, au-delà de ça. On peut savoir lesquels? Non. Bon. Les Diables Rouges ce soir, vous allez les voir? Non. Non. Pas envie? Non, parce que je trouve que le stade Roi-Baudouin... Le stade n'est pas assez beau? Non, je trouve que le stade... J'étais régulièrement voir les Diables Rouges au stade Roi-Baudouin, et je dois vous faire un aveu, je trouve que ce n'est pas un stade qui correspond à ce qu'on a en droit d'attendre aujourd'hui pour un match international. Donc vous allez attendre le prochain grand stade pour aller... Je n'ai pas dit ça, mais en tout cas, bon voilà. Bon, alors, la question sérieuse, c'est est-ce que ce dossier a avancé pendant l'été? Oui, bien sûr, les discussions se poursuivent entre les partenaires privés, les demandes de permis sont à l'étude, et donc, vous savez, le constructeur a annoncé le début du chantier pour mars prochain, donc ça veut dire que ça va s'accélérer dans les semaines. Et au-delà du constructeur, est-ce que les discussions, par exemple, sur l'emploi des langues, par exemple, sur la construction des parkings avancent? Oui, en tout cas, sur la construction des parkings, le gouvernement bruxellois a approuvé un modèle qui consiste effectivement dans la structure NEO, donc la structure ville-région, d'avoir un partenariat avec le privé. Et sur l'emploi des langues? Mais l'emploi des langues, c'est une législation qui s'applique. On est bien dans une structure privée, ce n'est pas une structure publique, le stade. Vous avez eu des contacts avec le fédéral et la région flamande sur ce dossier ou pas? En tout cas, nous avons fait quelques approches au niveau du fédéral pour une participation du fédéral au financement dans la structure pour la gestion du parking. Bon, on a une fin de non-recevoir. Voilà, dans le soir, vous avez dit tout le monde voudrait être sur la photo le jour de l'inauguration, mais personne ne lève le petit doigt. Ça veut dire que vous êtes un petit peu agacé quand même. Oui, bien sûr. Parce que je trouve que, s'agissant d'une infrastructure belge, finalement, c'est le stade national, c'est quand même paradoxal de considérer que la région bruxelloise... Donc pour l'instant, il ne vous aide pas? Non, pas du tout. Une dernière question. La communauté urbaine, vous avez revu votre copie? Vous aviez un projet? La communauté métropolitaine. Communauté métropolitaine, vous avez rendu un projet, la région flamande l'a accueilli très fraîchement. Oui. Et on a poursuivi les discussions, des réunions ont eu lieu pendant l'été, et nous finalisons un texte qui devrait faire l'objet d'un accord entre les trois régions. Je reste optimiste à cet égard. Merci Rudy Vervoort d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est Jean-Christophe Peuzès qui sera dans le fauteuil de l'intervieweur.